Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous regardez Nathan parle. Je suis Nathalie Calais ici pour rencontrer des gens exceptionnels. Et ce soir, je reçois Cassia Semeus, qui est experte en événementiel. On sait que les événements, que ce soit l'école, le travail, les grandes fêtes, les mariages, tous les événements où est-ce qu'on se rencontre ensemble ont été influencés par l'expérience pandémique. Alors, avec elle, on va faire un survol un peu de comment c'était avant, pendant et le après, et qu'est-ce qu'on anticipe, les tendances et ce qui s'en vient au niveau de tout ce qui est événementiel. Et plus tard à l'émission, on va parler aussi de cet aspect-là par rapport au travail et les enfants et les familles. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Mais tout de suite, je suis avec Cassia. Cassia, merci d'être là. Merci de m'inviter. Comment vas-tu? Le retour des événements en ce moment, ça doit t'occuper pour toi, là. Très occupée, mais c'était différent d'avant. Je sais que ça surprend beaucoup, là, mais ça c'est pas retourné complètement comme avant. Donc, il y a eu quand même pas mal de différents qui ont, je pense, surpris tout le monde, là. Je vais être vraiment curieuse de connaître ta perspective. Mais commençons au début. Commençons avec ton désir de faire de l'événementiel. Ça part d'où? Bien, moi, en fait, compte, c'est que quand j'étais jeune, j'étais la personne qui organisait tout pour tout le monde, même si que j'étais pas vraiment destinée à travailler en événementiel. Moi, j'ai étudié en biochimie, OK? Deux choses complètement différentes. Mais par le temps que j'ai terminé mes études en biochimie, j'avais fait des mariages, j'avais fait beaucoup d'événements. Puis, quand tu finis tes études, tu es comme, bon, bien, je vais pas recommencer. Donc, j'ai continué dans ce domaine-là, mais j'ai continué quand même j'ai continué dans mon domaine de biochimie, mais j'ai quand même continué sur le côté, là, à prendre des projets personnels en gestion d'événements. Puis tu t'es lancée en affaires quand? Exactement. Fait qu'à un moment donné, il y avait comme trop d'événements à côté. Puis je me suis dit, bon, bien, peut-être que c'est le temps de vraiment partir en affaires et de seulement faire des événements. Et là, c'est ce que tu fais? C'est ce que j'ai fait, là, tu as une équipe et tout, là? Exactement, OK. oui. Ton équipe grossit aussi? Mon équipe grossit très, très vite. On ne s'en rend pas compte hein, quand on travaille puis on est dedans, mais mine de rien, là, quand on envoie les T4 à la fin de l'année, c'est là qu'on se rend compte que, OK! Alors, comment est-ce que tu décrirais, bien, on s'en rappelle peut-être intuitivement, mais les événements que tu organisais, disons, 2017, 2018, 2019? Bien, les souvenirs qu'on a des événements, c'est des événements conviviaux. Je pense que tout était un événement. L'événement virtuel n'existait quasiment pas. On commençait à faire des rencontres Zoom, mais c'était souvent du one-on-one. C'était pas comme une équipe ou encore moins des événements. Donc, tout se faisait en présentiel avant la pandémie. Et pendant la pandémie, comment est-ce que les compagnies continuaient à œuvrer, oui. Bien, je te dirais qu'au début de la pandémie, bon, c'est sûr qu'on était toutes en déni. On pensait que ça allait durer 2 semaines, hein? Oui, hein? Oui, ça rappelle? 2 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Exactement. 3 mois. Puis à un moment donné, on se rend compte que ça va durer beaucoup plus longtemps. Oui. Mais c'est surtout le fait que la pandémie, en fait, un des mauvais côtés de la pandémie, c'est qu'on ne pouvait pas se rassembler. Donc, c'est sûr que tout ce qui était événement était très affecté. Et ça a été le premier à fermer, le premier secteur à fermer et vraiment le dernier à rouvrir. Donc, ils ont vraiment été affectés parce qu'ils ont été fermés extrêmement. Le milieu a été fermé extrêmement longtemps. Et ça a vraiment chamboulé les habitudes du secteur événementiel. Donc, au début de la pandémie, moi, personnellement, c'est que je prenais beaucoup j'essayais de voir comment transformer les événements en présentiel en événements virtuels parce qu'il y a certaines compagnies qui le faisaient, des événements en virtuel. Donc, on est allé voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Je sais qu'il y avait beaucoup de rencontres entre planificateurs d'événements pour savoir comment changer du présentiel en virtuel. Puis les compagnies aussi, je pense, doivent renégocier leur budget aussi envers ces événements-là. Mm-hmm. Tu
sais, parce qu'ils ont passé un certain nombre d'années sans investir, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, investissement dans l'événementiel. Oui. Oui, c'est vrai, mais je te dirais qu'ils ont... C'est sûr que c'était moins cher, mais je pense qu'il y en a beaucoup de compagnies qui ont attendu l'ouverture pour faire leurs événements d'envergure. C'est pas tous les événements qui ont été convertis en virtuel. Il y a des compagnies là, qui font des très gros galas à 300-400 personnes. Il y a des compagnies qui ont essayé de le faire en virtuel, mais il y a des compagnies qui se sont dit, nous, on va attendre la fin de la pandémie, là, puis on veut avoir seulement du présentiel. Puis, est-ce que tu vois vraiment le format hybride en ce moment? On le voyait pour certains secteurs. C'est comme au début, au tout début de la fin là, du post-pandémique, c'était beaucoup en hybride. Je te dirais que le virtuel va quand même rester pour certaines formes d'événements, comme pour les rencontres, les forums. Certains forums vont offrir le mode hybride et présentiel. Mais je ne crois pas que le virtuel va complètement partir parce que il y a certaines constitutions, certaines compagnies qui, pour eux, là, c'est vraiment, c'est pas essentiel, mais je veux dire, c'est ce qui est préférable pour eux. Quand on pense comme à des AGA, des CA, quand que les gens sont vraiment dans plusieurs villes, avant, là, ils convergeaient vers une ville pour faire ce genre d'événement-là. Là, maintenant, ils ne vont plus faire ça parce que ce n'est pas nécessaire. Non, parce que tu demandes, mettons, aux administrateurs, aux bénévoles de manquer 3 jours alors qu'ils peuvent le faire pour une réunion d'1 heure? Pour une réunion, bien, des fois, c'est une journée. Ils vont mettre plusieurs réunions. Ou encore, s'ils ont 4 rencontres pendant l'année, ils vont faire 3 rencontres en virtuel, puis ils vont en faire une vraiment comme en présentiel, ce qui est bien aussi. Est-ce que tu travailles aussi souvent les mariages? J'en fais, oui. Qu'est-ce que tu as vu comme changer ou évoluer au niveau des mariages? Bien, en fait, je trouve que du début de la pandémie jusqu'à maintenant, bien, pendant la pandémie, c'était vraiment... La tristesse, c'était qu'ils ne pouvaient pas inviter tous leurs amis. Il y a des clients qui ont attendu, mais il y a des clients qui voulaient coûte que coûte faire le mariage pour toutes sortes de raisons. Il y a du monde qui voulait comme cheminer dans leur vie, puis ils se sont dit, bien, regarde, si on fait un mariage... on va se marier, que ce soit à 20 ou à 200. Il y a des gens parce qu'il y a un membre de leur famille qui était très malade, puis ils voulaient absolument se marier avant que peut-être un membre de la famille décède. Il y avait toutes sortes de raisons qui tiennent quand même le mariage. Donc, ça a été vraiment des... je ne dis pas des drames humains, mais on se sentait un petit peu plus proche du client parce que chaque personne avait une histoire. Mais somme toute, c'était des beaux événements, que ce soit à 20, 15 personnes ou à 100. Mais je pense que quand on est retourné, quand ça a vraiment été ouvert, je pense que les clients ont vraiment apprécié la chance qu'ils avaient de vraiment faire leur mariage. L'appréciation, on va continuer après la pause avec les tendances qu'on voit dans les différentes sphères d'événements. Restez là. Je suis avec Katia Séméus. Elle est experte en événementiel et on parle de la pandémie, ce que ça a fait pour les événements et les gens et comment est-ce qu'on se rend compte. Quelle est ton observation? Qu'est-ce que tu remarques? Bien, l'une des premières choses que j'ai remarquées et que le milieu on a remarqué, c'est que on avait, en fait, c'est que quand ça a réouvert le printemps passé, en fait, le printemps 2022, je pense que tout le monde pensait que ça allait être exactement comme avant. Je pense qu'on a été naïfs. On s'est comme, c'est ouvert, là, ça va être exactement comme avant. Mais c'était pas du tout comme avant. Tout le monde a été confronté à énormément de défis. Premièrement, il y avait des fournisseurs qui n'existaient plus. Donc, ils avaient fermé parce qu'ils avaient fermé comme la pandémie avait duré trop longtemps. Les coûts avaient augmenté. Il y avait aussi beaucoup de disparités dans le personnel. Donc, chaque fournisseur
avaient perdu leur personnel. Puis quand ça a réouvert, c'était tout du nouveau monde. Donc, c'était les premiers mois, là, c'était vraiment un ajustement, mais vraiment pour tout le monde. Puis après ça, bien, ça s'est résorbé au fil des mois. Parce que c'est vrai, vous travaillez en gang, dont le DJ, vous le connaissez. Je donne un exemple. Oui, là, puis s'il y a des gens qui ont fermé leur entreprise. Il y a du monde qui ont fermé leur entreprise, il y a des gens qui n'avaient plus leur employé. Donc, c'était plus aussi fluide les premiers mois. Là, on voyait qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Il y avait des employés qui avaient passé à autre chose. Donc, c'est un milieu quand même avec des postes. Il y avait beaucoup de postes à temps partiel. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans le milieu de l'événementiel. Donc, ça avait vraiment changé. En tout cas, on avait vu la différence au début, mais ça s'est résorbé. Ça a pris plusieurs mois avant de... Puis les gens, est-ce que le comportement des gens? Le comportement des gens a vraiment changé. Puis on a dû comme réapprendre à étudier comment, tu sais, comme prévoir un petit peu comment les participants vont être. Les formations, les événements, les gens ne veulent pas sortir. Pour ça, les gens ont adopté le virtuel. C'est une formation des ateliers. Oui. Ils aiment ça rester chez eux. Ils ne veulent pas se déplacer. Ils ne veulent pas se déplacer. Il faut qu'il y ait vraiment une raison d'être Exactement. Là. Ouais. Par contre, pour les galas, tu sais, comme les événements de grande envergure, ça, les gens veulent vraiment se déplacer. Ils veulent s'habiller, ils veulent se rencontrer. On voit là, l'effervescence de sortir. Plus qu'avant. Moi, je trouve, peut-être qu'on le remarque plus, peut-être qu'on est plus sensible à ça, mais je le vois, là. Les gens sont contents de se retrouver, puis de s'habiller, de porter des talons hauts, de se maquiller. Les gens sont vraiment contents. Quels sont les événements les plus en demande en ce moment? Tout, parce que tout était tellement arrêté pendant longtemps que on voit, là, c'est comme tous les organismes là, font des galas, font des événements d'envergure, parce qu'ils n'en ont pas fait pendant 2-3 ans. Donc, ça fait que je suis sûre que tu en vois plusieurs défilés. Là. C'est quand, déjà, il y a un gala cette semaine, un autre gala la semaine prochaine. Donc, beaucoup d'événements d'envergure et beaucoup de formations aussi. Ça a vraiment changé. La pandémie a vraiment changé l'écosystème événementiel. Qu'est-ce que tu vois pour les mariages? Les mariages, ce que j'ai remarqué, c'est que ça continue, c'est des petits mariages. Les prix ont tellement explosé, ça coûte tellement cher que les gens, tu sais, comme ils travaillent leur liste, là. C'est un petit peu plus concis qu'avant dans les listes de mariage. Si quelqu'un veut penser à faire un gala ou une activité, à quoi ils doivent penser? Quels sont les éléments d'un événement? Ah, mon Dieu, la logistique, se prendre vraiment d'avance. Il y a aussi des outils très le fun. Il y a des... donc, évidemment, il n'y a rien qui se fait par papier. Là. Avant, ça ne l'était pas, mais maintenant, c'est encore pire. Donc, le Eventbrite est vraiment venu pour rester. Puis, il y a d'autres aussi plateformes virtuelles. Puis, il y a des événements encore qui se font. Bien, je veux dire, il y a des compagnies qui décident de faire des événements en hybride. Mais ça, par contre, il faut vraiment très, très bien le faire pour que les gens à la maison ou encore les gens en présentiel puissent vraiment comme apprécier l'événement des deux côtés, là, également des deux côtés. Parce qu'il peut y avoir des problèmes techniques qui rendent ça. Il peut y avoir des problèmes techniques. Donc, je vous dirais que les techniciens de son, les directeurs techniques, là, sont nos meilleurs amis là, pour les événements. Qu'est-ce que tu vois au niveau des tendances pour la nourriture? Est-ce qu'on a une tendance de moins avoir de buffets ou... Tu sais, je me demande si les gens font ça différemment maintenant. Mais les coûts, c'est surtout les coûts la différence. Les coûts des aliments, c'est comme tous les gens, nos factures d'épicerie ont augmenté, mais c'est la même chose pour les traiteurs et les restaurants. Donc, ça coûte plus cher qu'avant, puis ça, on le voit, là, ça choque pas, là, mais ça impressionne, le prix, le coût des aliments. Donc, ça se reflète sur les menus qui sont des assiettes un petit peu plus petites. On le voit vraiment, là. Ou encore, les coûts sont beaucoup plus élevés. Donc, il y a aussi que les traiteurs, ils sont moins flexibles dans les demandes parce que tout est cher maintenant, donc... Une question peut-être un peu drôle, là, mais j'ai comme l'impression que les gens, même s'ils veulent sortir, vont être des couches plus tôt. Est-ce que les événements durent aussi tard qu'avant? Moi, je trouve que oui. OK. Ça dépend. C'est comme... Tu sais, comme les gens, pendant longtemps, ont été là des homebodies, là. Oui, bien oui. Je me demande si ça a un impact sur...
Sur la durée sur de la durée l'événement? d'un événement, que aussi les gens commencent à avoir 10 heures, ça commence à tout le monde se libérer. Non, pour la durée, ça, j'ai pas vraiment vu de différence, mais OK. c'est plus, c'est ça, c'est plus au niveau du prix, au niveau de c'est vraiment la logistique. Ah, je dois rire parce que Pourquoi? Charles, qui me parle dans l'oreille, OK. il m'a dit c'est juste toi qui vieillis. Ah, c'est ça! Non, mais moi, j'y pense, hein. Quelle heure est-ce que je vais me coucher? Ça dure Je vais le pas me même, coucher trop tard. la même chose J'ai qu'avant. pas vu de différence. Pas vu de différence là-dessus. Est-ce que ça devient de plus en plus facile à organiser des événements? Bien, c'est sûr qu'avec les années, comme personnellement, Oui. je te dirais que c'est pas plus facile. C'est juste que les outils rendent la vie plus facile. L'habitude aussi. Mais je vous dirais le facteur, les gens sont un petit peu plus demandants qu'avant, moi, je trouve. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les gens veulent beaucoup, mais tu sais, comme des fois, là, les Pinterest, ça reste que c'est un Pinterest. Là. Il faut vraiment investir pour avoir un certain type d'événement. Donc, ça, des fois, les gens ne sont pas vraiment à l'affût. Mais, c'est comme la personne en événementiel va pouvoir comme un petit peu avoir comme, truquer un petit peu dans le sens qu'on peut avoir mon Dieu, le mot m'échappe, là. Essayer d'avoir une alternative, c'est ça que j'essaie. Oui, une alternative. Coûte moins cher. Exactement. L'événement de A à Z qui est bien rodé aurait des détails. Oui. Peux-tu donner des exemples? Pour Qu'est-ce qui fait qu'un événement paraît bien rodé ou paraît bien rodé ou bien? Crée une expérience spéciale? Bien, moi, je pense que ça n'a jamais changé. Il faut vraiment aller chercher les 5 sens du participant. Il faut l'émerveiller avec les yeux, il faut l'émerveiller avec les oreilles, l'ouïe, la nourriture doit être bonne. Moi, c'est vraiment les 5 sens. Tant qu'un événement bien réussi, c'est un événement qui a été stimulé les 5 sens du participant. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui veulent organiser un événement, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? C'est prendre d'avance. Oui. C'est prendre Tu as d'avance. dit ça 2 fois ce soir. Ben oui. Alors, il y a des gens qui ont des attentes, ils t'appellent, j'ai un événement dans 2 semaines, puis ils s'attendent que, OK. Oui. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a quand même une réflexion. Ça a l'air facile. Quand tu vas dans un événement, puis tout est super fluide, bien, c'est parce qu'il y a eu de la réflexion derrière. Il y a eu de la réflexion, il y a eu, non seulement la réflexion, mais il y a eu un déroulement. Tout a été travaillé. Tout a été pensé, tout a été travaillé. Donc, il faut donner le temps de vraiment tout travailler, tous les différents aspects de son événement. Est-ce que de plus en plus les expériences, comme par exemple, je ne sais pas moi, un événement de yoga extérieur ou un événement de patinage, comme des expériences. C'est parce que quand on parle d'un événement, on pense souvent à un gala, on est dans une salle, il y a de la musique, un repas. Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans ton expérience des différents formats d'événements? Un événement, là, c'est n'importe quel rassemblement. Donc, ça peut être une réunion, ça peut être un peu pour moi, là, une réunion, un rassemblement de personnes, comme tu dis, du yoga, etc. Donc, puis c'est à peu près la même recette, hein? Je veux dire, il faut que tu te prépares à l'avance. Tu ne peux pas te réveiller un matin et dire, OK, aujourd'hui, je vais faire un événement. Il faut que tu attires ta clientèle, il faut que tu fasses de la publicité, il y a une personne marketing. Donc, il y a plusieurs aspects que les gens, peut-être, ne se rendent pas compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner le temps pour bien planifier et bien attirer la bonne clientèle. Ça, là, avoir le bon public aussi, là, c'est aussi une clé. Parce que tu travailles souvent avec des groupes qui font des événements pour attirer une clientèle versus un événement où il y a des invités, où c'est corporatif, puis tu as la clientèle déjà établie. Oui, mais c'est toute une question de clientèle parce que même si on fait une réunion à l'intérieur d'une même entreprise, l'événement ne sera pas pour tout le monde. Des fois, l'événement, c'est pour la haute direction. Des fois, l'événement, c'est pour les employés. Des fois, l'événement, c'est pour je veux dire, il y a quand même une certaine façon de parler à tout le monde et de les attirer, etc. Donc, un facteur communication qui n'est pas négligeable non plus. Est-ce que c'est un service que vous offrez ou vous devez travailler souvent avec... Des fois, ça dépend. Le client, des fois, va avoir son département de communication ou encore son département de marketing, puis nous, on va venir amener la logistique.
de l'événement. Puis des fois, ça va être du clé en main. Donc, ça dépend vraiment de ce que le client veut. Mais notre force, c'est vraiment la logistique, là. C'est vraiment s'assurer que l'événement se déroule sans un pépin. Donc, puis vraiment que ce soit fluide. As-tu une histoire où quelque chose a vraiment été désastreux? Sans identifier, tu sais, sans que les personnes puissent se sentir identifiées. C'est déjà, tu sais, qui aurait fait comme une vidéo qui aurait été virale, là. Non, mais tu sais, comme mais quelque pas chose drôle de sur le moment, là. Oui, peut-être, là, oui. Oh mon Dieu, oui. Mariage, la pâtissière a oublié d'amener le gâteau. Oh! Ouais. Non! Fait que ses non. amis ont été obligés d'aller comme genre au IGA ou Chercher un autre gâteau patenter pour couper quelque le gâteau. chose. Ouais. Non. Ça, c'est pas drôle, là. Non. Puis, mon Dieu, il y a toutes sortes d'événements comme ça. Mais je veux dire, on en rit après, là. C'est juste que c'est pas drôle, la journée. Non. Journée. Mais c'est ça, dans mon déroulement, j'avais pâtissière arrive à telle heure. Puis, oh, il n'y a personne qui est arrivé. Puis, ouais. Puis finalement, elle n'est jamais arrivée. Elle s'était trompée de date. Ah, donc le gâteau n'était pas fait. Probablement. Pas du tout. Et est-ce que déjà une fois où tu pensais, ça va être désastreux, mais finalement, tour de magie, puis tout a bien été? C'est plus les attentes des clients, dans le sens que des fois, tu es comme, le client est un petit peu difficile, ça va être un peu difficile, parce que tu veux épater le client. C'est quoi un client difficile? Peux-tu me décrire? Ah, mon Dieu, ça peut être n'importe quoi. Un client difficile, c'est une différente définition dépendamment des situations. Alors un client idéal. Un client idéal, c'est... en fait, c'est dur de dire difficile, mais dans le fond, on veut satisfaire les clients. Donc, c'est toujours, même ce qui paraît difficile au début, c'est toujours de trouver le moyen de le rassurer. Parce que bien souvent, ces clients-là, c'est juste parce qu'ils ne sont pas rassurés. Donc, nous, notre rôle, c'est de rassurer les clients qu'il va avoir son événement, que ça va bien se passer. Bien souvent, il va paraître comme un petit peu sur la défensive au début. C'est ça que je dis difficile, là, mais dans le fond, c'est qu'il n'est pas rassuré, puis à la fin, ça va super bien aller. Bonne réponse! Tu prends bien soin de tes clients. Moi, mon but, là, c'est vraiment que les clients partent avec un sourire qui soit épaté à la fin de la soirée ou à la fin de mon événement. C'est vraiment un but. Je sais que c'est un peu... c'est beaucoup, mais c'est vraiment mon objectif. On ne peut pas demander plus que ça. Si quelqu'un aimerait te contacter pour avoir de tes services, comment à l'avance tu te dis... Ça dépend de l'événement. Là. Okay. Plus l'événement est d'envergure, plus ça prend du temps. Mais réseaux sociaux, Kimja, Instagram, Kimja019. Sinon, sur le net, kimja.com. Au moins 2 semaines à l'avance. Minimum. Elle est comme minimum. Merci beaucoup, Cassia. Merci. Tu me donnes le goût d'aller à un gala. Oui, il faudra que je me trouve une robe. Avec des paillettes. Avec des paillettes. Restez là après la pause. On parle du télétravail parce qu'il y a un impact sur l'événement, mais aussi sur le travail. Donc, restez là. Bon, moi, je m'amuse. Il y a de la musique, danser avec moi. Ah, OK. Bien, ce soir, on s'amuse, hein? On a parlé de l'événementiel avec Cassia. Et maintenant, on va... Écoute, le mode hybride a un impact partout. Hein? On peut pas... On vit dans un monde dans le présentiel et aussi avec tout ce qui est l'opportunité d'être ensemble de façon digitale. Hein? Et il y a un impact au niveau des parents que tu consultes à l'école. Donc, experte en parentalité. Mais on parle du télétravail. Oui. Comment on fait ce lien-là? Depuis les 3 dernières années, le travail fait partie de la parentalité depuis qu'on travaille de la maison. Ben oui. Ça a un impact sur les parents aussi maintenant qu'il y a certains milieux de travail qui vont adopter l'option hybride. Il y a eu un peu l'effet yo-yo. Là. Oui, on va faire hybride. Oui, on revient. Non, on reste à la maison. Donc, les parents, ils restent dans cette indécision-là, dans cette incertitude. Ça a été difficile. Ça a été difficile et puis ça évolue constamment. Donc, quand on pense que finalement, on s'en va, oui. ça ne va pas. Et puis, ça a un impact sur les parents, ça a un impact
impact sur les enfants, ça a un impact au travail, ne sachant pas trop comment ça va. Surtout là, ceux qui doivent prendre un rendez-vous pour aller travailler, pour aller être sur les lieux. Ils n'ont plus un bureau à eux-mêmes, donc ils doivent déménager à tous les jours. Amener leurs choses dans un sac. C'est ça, et puis ils ne savent pas c'est qui était là la journée d'avant. Il y a des gens qui ne se présentent pas, d'essayer d'avoir tout le monde de se rassembler, là, ça devient compliqué. Donc, ça a un impact. Et puis, pour les personnes qui doivent gérer tout ça, au niveau là, de dirigeants, de leaders, ça a un gros impact encore sur les gens. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je suis tombée dans la gestion du travail, puis comment créer un environnement quand même sain pour les gens qui se trouvent tirés d'un peu partout. Donc, c'est quelque chose que tu as observé beaucoup dans ta pratique, dans les gens que tu coaches. Qu'est-ce que, si on compare, on a fait ça avec l'événementiel, si on compare avant la pandémie et maintenant au niveau de ce que ça prend de la gestion, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça demandait? Comment c'était, disons, il y a 10 ans, mais peut-être pas avant la pandémie, disons, il y a 10 ans. C'est ça. Et maintenant, et la différence? Ça, je l'ai vécu beaucoup, moi, dans mes propres expériences personnelles et professionnelles. 10 ans passés, c'est même plus comparable. On parle encore de la hiérarchie du dirigeant, le gérant, le superviseur qui a le dernier mot, qui surveille tout le monde. Donc, en étant, ça c'est quelque chose qu'on a tous vécu lorsque la pandémie a commencé, qu'on travaillait en virtuel, tout le monde était inquiet, surtout les superviseurs et les directeurs, c'était les gens ne travailleront pas. Donc, ceux qui ont le type de dire je supervise tout le monde tout le temps pour s'assurer que tout le monde fait ce qu'ils doivent faire, là, ils étaient déstabilisés parce qu'il n'y avait plus ce contrôle-là. Et puis, c'est là qu'il y a plusieurs entreprises et plusieurs organismes qui ont réalisé que l'approche du leadership devait changer pour mieux répondre aux besoins des employés, de l'équipe et pour les directeurs et les superviseurs également. Il y a eu aussi une grande demande au niveau du bien-être. Ça a toujours été un thème important au travail. C'est ça. Mais la pandémie a vraiment mis la lumière sur le bien-être. Oui. Et la responsabilité des gestionnaires de créer un environnement sain, de travail sain. Donc, ça a rapport aussi. Ça a très rapport parce qu'on a mis beaucoup l'emphase sur le bien-être de l'équipe, des employés et tout ça. Mais ça a affecté les superviseurs, les leaders, les chefs d'équipe, parce que c'était leur responsabilité de s'assurer que tout le monde était bien, mais en même temps, ils se négligeaient eux-mêmes. Absolument. Donc, c'est là que l'approche du leadership a changé. Et puis, il y a certains trucs, surtout qu'on commence à remarquer. Quand j'aide les familles, c'est souvent, on va parler de comment est l'environnement à la maison, comment ça va au travail, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre. C'est un peu comme ça qu'on réussit à développer une routine ou un changement de routine, si je peux dire. Donc, quelles sont tes recommandations quand tu parles à un gestionnaire? À un gestionnaire, souvent, parce qu'on a encore beaucoup cette approche de motiver notre équipe. Il faut motiver. On est les meneurs de claques. On va, on est les meilleurs, on est capable, on est capable. Les gens sont motivés de façon intrinsèque. C'est quand on est stressé, exactement. Quand on est stressé, on a une incertitude, on ne sait pas si notre poste va exister. C'est quelqu'un qui arrive, puis on sait ce que tout le monde pense, mais ça l'épuise. Le superviseur, ça l'épuise, le directeur, parce que puis quand je dis directeur, superviseur, là, je parle de directrice et superviseur également, mais ça les épuise. Donc, c'est plus de motiver, mais d'inspirer. Donc, on inspire notre équipe à vouloir continuer à travailler dans ce domaine-là et d'apporter quelque chose de nouveau qui va aider toute l'équipe. Donc, on inspire surtout par l'exemple. Donc, le gestionnaire doit vraiment être capable de dire voici comment moi je travaille, comment je me présente au travail. Une approche beaucoup plus flexible, plus souple, de dire aujourd'hui on ne se sent pas trop bien, c'est correct, on va s'ajuster. Donc, c'est pas aussi, c'est 100% à chaque fois, puis tout le monde doit faire sa petite chose, puis on ne s'entrelace pas. C'est vraiment que tout le monde est conscient de ce qui se passe dans le travail, puis que quelqu'un peut prendre la tâche d'un autre
si une journée, nous autres, on se sent pas bien, disons, moi, ça va pas aujourd'hui, puis toi, tu dis, OK, écoute, je vais t'aider. Puis le lendemain, c'est ça, à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui fait un travail, qui va travailler plus que l'autre. Ça veut juste dire qu'on est tout en train de s'entraider pour qu'on se sente inspiré de venir travailler. On faisait pas ça, là? Il y avait encore beaucoup de compétition. Encore maintenant, encore, ça existe. C'est pour ça que le changement doit se faire maintenant, parce que c'est là qu'on s'en va. C'est que si tu as une personne qui va au travail les lundis, mardis, mercredis, l'autre jeudi, vendredi, il faut que tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est les journées qui ne sont pas là, le travail n'est pas fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour s'assurer que ça roule, ça coule. Donc, il faut se séparer de ce mode compétitif-là. Tout le monde travaille ensemble. Si on est en train de s'entretuer quasiment au travail, on n'a pas d'équipe. Comment tu penses que ça va être plus tard, le mode? Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient? Je le vois beaucoup, moi, avec la nouvelle génération. On parle beaucoup de la nouvelle génération. Ils ont vraiment une approche difficile. Moi, je ne veux pas trop me dater, mais c'était vraiment je parle, tu m'écoutes, et puis il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas de place pour en parler. Mais de plus en plus, les plus jeunes, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais la relève, nous arrive avec une approche plus organique, plus holistique, plus comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es bon pour ça? Ça me surprend que tu me dises ça parce que j'ai comme l'impression, puis c'est pas pour... Je vous adore les jeunes, OK? J'ai comme l'impression que on voit une différence au niveau des habiletés sociales. Mm-hmm. Parce que l'interaction se fait tellement de façon digitale. Donc, je me demande comment est-ce qu'on les prépare? Parce que Oui. Et puis, chaque personne va réagir de façon différente. Oui, c'est pour ça que le modèle hybride peut être très intéressant pour un milieu de travail, parce que si quelqu'un qui souffre d'une anxiété sociale, mais peut-être travailler à la maison plus que d'être forcé à venir travailler, ça peut parce être qu'il y a des gens, comme par exemple des équipes, là, encore une fois, c'est une généralisation, mais des gens, j'ai lu des statistiques que les gens dans des groupes de TI, par exemple, généralement, les gens inclinés pour faire des TI, aiment moins ça, socialiser avec des êtres humains. J'exagère, mais ils sont très bien à leur affaire. Laisse-moi tranquille. C'est ça. Je vais faire mes choses, mais je n'ai pas besoin de socialiser. Puis, dans le fond, ils sont mieux comme ça. Donc, tu sais, donc oui, l'environnement va être bien pour certains. Puis pourquoi est-ce que tu fais venir des gens pour s'asseoir dans une chambre, une grande salle avec différentes cubicules pour faire la même chose qu'ils peuvent faire dans le confort de leur Exactement. Maison. Puis ils vont performer beaucoup mieux. Le travail se fait mieux des fois à la maison. Puis on a des statistiques pour ça aussi. En travaillant moins, ils en font plus. Et puis, il y a des gens qui font mieux au bureau aussi. Il y en a qui font beaucoup. Exactement. Puis moi, je suis une personne qui a besoin de socialiser. J'aime ça, avoir mon temps toute seule, mais j'ai besoin aussi. Mais en ayant mis l'emphase sur le bien-être et la santé mentale et tout ça en milieu de travail, ça l'a ouvert les gens à avoir ces conversations-là qu'on n'avait pas avant. Pour dire, hey, est-ce que tu as 2 minutes? J'aimerais te parler de ça. Ou est-ce que ça serait un bon temps de parler, au lieu de tout simplement s'imposer sur quelqu'un, on a déjà un peu plus. Il y a encore du travail à faire, évidemment. Mais c'est c'est pour ça que c'est important d'avoir ces conversations-là, de dire il faut changer, il faut que ça évolue, parce qu'on en avait parlé un peu avant. Ça a changé depuis 3 ans, mais ça change encore. Cette année, c'est pas la même chose que 3 ans passés, parce qu'on est encore en train de créer ce portrait du travail, du milieu de travail. C'est quoi, de quoi ça a de l'air, puis comment est-ce qu'on prépare nos jeunes à être prêts pour cette nouvelle réalité qu'on ne sait toujours pas c'est quoi. Penses-tu que l'hybride, ça va être pour toujours? De cette façon-là, il me semble que c'est clunky. Il me semble que ça ne sera pas comme ça. Moi, je crois personnellement, puis ce que je peux voir avec les personnes avec qui je travaille, c'est qu'il y a certains domaines que c'est important d'avoir ce présentiel-là. Oui. Il y en a que c'est vraiment plus nécessaire. Puis je crois que ce serait correct de laisser ça ouvert. Qu'il y a des domaines, ça va être plus... plus digital, remote. Il y a d'autres domaines qui vont être vraiment présentiels. Un peu comme Katia disait tout à l'heure, dans son cas, elle, un mariage, on veut être là en présentiel. On fait un gala, on veut avoir ce contact-là. Mais je trouve que les gens s'engagent plus s'ils savent qu'ils ont l'option, qu'ils ont le choix. Je peux y aller virtuel, je peux y aller en présentiel. Je pense que ça l'ouvre encore plus
aux gens à participer à l'événement. Puis qu'est-ce que tu vois dans ta pratique pour les parents, les familles qui ont cette flexibilité-là? Ça fait quoi pour ces familles-là? Moi, je trouve que ça change beaucoup la qualité de vie pour la famille. Encore là, il y a des cas différents, il y en a que c'est stressant, mais au niveau de le fait que les gens sont plus à l'aise, ils savent que si l'enfant est malade, ils n'ont plus besoin de se trouver un plan B, un plan C pour dire c'est qui s'occupe de l'enfant. Je dois prendre une autre journée de congé. C'est plus flexible de ce côté-là. Il y a moins un stress, mais il y en a qui ont besoin de sortir de la maison des fois. Il y a des emplois qui ne se font pas de la maison. Oui, donc je trouve. Et puis les enfants se sont adaptés également. Donc c'est beaucoup plus facile que ce l'était au début de la pandémie, parce que là, les enfants croyaient qu'ils étaient en vacances parce que habituellement, quand on était à la maison avec les parents, c'est parce qu'on était en vacances. Donc, ils se sont ajustés. Mais en général, il y a toujours des exceptions, mais moi, ce que je trouve, c'est que les parents respirent mieux, je trouve, du fait qu'ils peuvent être là pour leur enfant si c'est nécessaire. Ils se culpabilisent moins. Ils sont capables de dire « je peux pas ». Avant, si on était malade, on se forçait à aller travailler. Là, c'est changé un peu. Donc, il y a cette flexibilité-là qui allège un peu. Tu viens de décrire un changement d'attitude, c'est-à-dire, par exemple, je me sens pas bien, je travaille pas. Puis, dans le passé, ben non, tu travailles, tu vas, tu te pousses, c'est que tu sois malade. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres changements d'attitude que tu as vus? Il y a beaucoup de changements. Oh, il y en a plusieurs, c'est ça en est un vraiment. Au niveau de comment est-ce qu'on sent, on est plus conscient, comment je pourrais dire, on s'aligne plus. On est plus aligné d'une façon de dire comment est-ce que je me sens aujourd'hui, physiquement, mentalement, psychologiquement. Il y a quelque chose qui va pas. On dirait qu'on s'écoute un peu plus. On écoute notre corps, on écoute nos humeurs un peu plus qu'avant. Et puis, les gens se sentent moins jugés. Tu sais, parce qu'il y en a des fois qu'on peut passer une période de temps où, au niveau de la santé, ça va très bien, ou on peut avoir des inquiétudes des parents âgés qui sont malades, ou tu sais, il y a toutes sortes de... La vie, la vie, hein? Exactement. Oui. Là, on est moins jugé de dire, bien, j'ai ça à faire, puis l'autre te dit, bien, moi, j'en ai plus à faire. Tu sais, c'est plus... Il n'y a plus cette compétition-là où tu es toujours malade, elle est sensible, il y en a de moins en moins. Ça peut exister encore. C'est très intéressant de voir que c'est ces observations-là. Après la pause, donc Daniel Baker va être là. Et on va parler des situations dans lesquelles les enfants se trouvent, dans des situations scolaires où est-ce qu'ils ont, pour des enfants en difficulté. Comment est-ce qu'on les appuie? Puis les services, etc. Donc, on parle de ça avec Daniel Baker après la pause. Daniel Baker, experte en parentalité, on parle des enfants avec des besoins différents à l'école. Et donc, on va faire le tour. On va parler de l'expérience des parents, à l'école aussi, l'expérience des profs et le système qui entoure l'enfant, les autres enfants à l'école aussi. Donc, on va essayer de faire le tour. Oui. OK? Oui. C'est beaucoup pour une courte période de temps. C'est beaucoup pour une courte période de temps. Mais j'aimerais commencer peut-être avec les sujets clés de tes clients. Ça, c'est beaucoup. Ça l'affecte tout. En fait, on parle des changements qui se font depuis les 3 dernières années. Ça a un impact sur les enfants. Des fois, on est à l'école, des fois, on n'est pas à l'école. Ça change un peu. Mais pour des enfants qui ont besoin d'une structure assez consistante, ça peut être très déstabilisant. Ou s'il y a des enseignants, s'il y a beaucoup de remplaçants, disons, ou quoi que ce soit, ça a un impact sur ces enfants-là, souvent plus qu'un enfant neurotypique, si on pourrait dire. Alors, moi, c'est ce que je vois beaucoup. Puis pour les familles aussi qui doivent réexpliquer les besoins de leurs enfants, les besoins particuliers, et de s'assurer que c'est maintenu. C'est un des plus gros défis qu'il y a présentement, de maintenir le plan
individualisé, de s'assurer qu'ils ont tous les outils et les ressources qu'ils ont besoin. Et puis, on est dans un domaine qui n'a pas beaucoup de ressources présentement. Peux-tu me donner un exemple de choses qu'on pourrait retrouver sur un plan individualisé? Souvent, ce serait qu'ils ont besoin de périodes de temps de repos, qu'ils ont peut-être besoin des enfants qui sont trop stimulés dans l'environnement, des écouteurs. Il y en a qui peuvent aller dans une salle sensorielle pour se recentrer, se recharger et ensuite pouvoir revenir. Donc, c'est souvent des outils qui vont les aider, s'assurer qu'on répond à leurs besoins, mais aussi pour éviter de déclencher soit un comportement non acceptable ou une crise ou quoi que ce soit. L'enfant s'épuise beaucoup plus rapidement qu'un enfant neurotypique. Alors, c'est épuisant de faire semblant que tout est normal tous les jours. Bien, j'imagine que chaque enfant est différent, donc ma question va peut-être être très difficile à répondre, mais combien de crises ou combien d'événements difficiles est-ce qu'il y a pour comprendre que ça ne marche pas? C'est qu'il doit y avoir une intervention avec éducateurs, psychoéducateurs, parents, quoi que ce soit. C'est ça. Je trouve que le plus gros défi qu'on a présentement dans les milieux scolaires, puis je mets pas le doigt, je pointe pas le doigt à personne, c'est global, c'est l'ensemble. C'est pas évident, là, à gérer. L'ensemble de tout, c'est qu'on continue à mettre l'emphase sur l'enfant est difficile. Et puis, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup de solutions. On a les spécialistes. Le plan individualisé est rédigé par les spécialistes, les médecins, les orthophones. Je cherche mes mots aujourd'hui, mais tous les gens qui sont impliqués pour qu'on puisse aider cet enfant-là. Et ce plan-là est révisé à chaque année pour voir s'il y a des changements. Mais on lit le plan, on met nos initiales comme de quoi qu'on en a pris connaissance, et puis on le laisse dans le dossier. Puis l'année prochaine, on a complètement oublié. Donc, les parents doivent répéter leur histoire. Et puis, les crises, on dit souvent l'enfant est fatigué ou l'enfant... on met encore l'emphase sur l'enfant. Et le comportement, c'est l'enfant qui est difficile ou c'est l'enfant le problème. Il faut vraiment changer cet aspect-là. Puis les personnes qui ne sont pas impliquées, donc les enfants, les autres enfants de la classe, les autres enseignants, les autres parents. Mais sur qui il y a un impact? C'est ça. Oui. Ça a un impact sur tout le monde. Si les parents qui viennent chercher leur enfant à la fin de la journée, qui voient un enfant en crise, il va automatiquement juger que cet enfant-là, il n'est pas possible, sans savoir qu'il y a vraiment... C'est parce qu'on ne répond pas aux besoins de l'enfant. Ce n'est pas un enfant qui fait une crise de bacon, comme on pourrait dire. Là. Quand l'enfant est en crise comme ça, c'est parce qu'on n'a pas répondu à leurs besoins. Puis il a été provoqué. Mais à quel point est-ce qu'une école est équipée pour répondre aux besoins? Comment? Là, encore une fois, ça doit être individuel, mais à quel point est-ce que... si on n'est pas équipé pour... Je pose la question comme ça. Là. On garde encore, puis moi je trouve que c'est qu'on essaie de... On essaie de préserver l'ancienne façon d'enseigner, qui était vraiment structurée de façon où est-ce qu'on ne peut pas changer la façon qu'on enseigne. Donc, il faudrait que ça soit un peu plus ouvert pour répondre aux besoins des différents styles d'apprentissage. Donc, quelqu'un qui reste debout à parler à sa classe toute la journée, un enfant qui n'est pas auditif, ou il y a un enfant qui est visuel ou qui est tactile, qui a besoin d'apprendre en touchant des choses, même s'il n'a pas un diagnostic, ça va mal aller à l'école parce qu'il n'apprend pas, c'est plate. Donc, il peut y avoir des comportements d'enfants neurotypiques tout simplement parce qu'on ne répond pas à leurs besoins de la façon d'apprendre. Donc, c'est d'avoir... Et puis, ça ne donne pas beaucoup plus de travail si on dit, OK, mais toi, tu as besoin d'apprendre avec des... Si on prend les mesures d'unité, disons, là, 1 cm, décimètre, bien, il y en a qui, avec la règle, ils peuvent le mesurer, mais il y en a que ça va prendre des blocs assis ou couchés sur un tapis. Là, l'apprentissage est le même, c'est juste qu'ils... Oui, mais ils ont 35 élèves. Oui, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on peut équiper les écoles? Ça, c'est un des plus grands défis qu'on a de plus en plus. C'est qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas assez de pieds carrés dans une classe. Puis là, j'ai dit 35 sans savoir. Je ne sais pas si non, mais il y en a que c'est proche. C'est très proche. Moi, j'ai la chance de travailler au niveau international aussi. Donc, j'ai eu la chance de voir comment en Italie, l'approche, il y a beaucoup qui vont comprendre ça, le Reggio Emilia. Oui.
c'est une région, Reggio Emilia, c'est un petit village là, où ce que ça a comme été... une version de Montessori. Montessori, ça ressemble beaucoup. Mais cette région-là, imaginez, là, si c'était comme ça à Ottawa, c'est une ville que eux, les parents et tous les résidents ont décidé que 80 % du budget allait en éducation pour aider les enfants. Donc, les enfants n'ont pas des besoins particuliers, ils ont des droits particuliers. Donc là, c'est devenu un droit humain. C'est pas juste devenu une demande spéciale pour cet enfant-là. Donc, il y a un psychologue, il y a une infirmière sur les lieux. Si l'enfant a besoin d'un orthophoniste, l'orthophoniste va être là sur les lieux pour appuyer l'enseignant. J'imagine qu'il doit avoir du succès de ce programme-là, mais énorme. là, au niveau, là, ensuite, l'argent ne va pas au système de santé, l'argent ne va pas dans les bienfaits sociaux. Comment est-ce qu'ils font la balance? C'est ça, je n'ai pas allé trop en détail. Les gens qui sont là, eux autres, ont décidé qu'ils mettaient l'emphase sur l'éducation pour que, justement, ça soit plus facile plus tard. Il y a moins de troubles de santé lorsque les enfants sont bien aussi. Donc, eux, c'était leur décision de dire, on va investir chez les enfants. Mais remarque, ils n'ont pas fait ça du jour au lendemain. Ça leur a pris 40 ans à se rendre là, mais ils ont réussi en faisant des petits changements ici et là, qui ont été capables d'ajuster. On voit l'impact des enfants dans toute la ville, si tu vas au terminus d'autobus ou à l'aéroport ou à la station de train. On voit tous les dessins des enfants sur leur mur. C'est comme ça qu'ils décorent dans les parcs et tout ça. Et donc, on est loin de ça. Mais puis je ne veux pas dire que c'est ça qu'on a besoin ici au Canada aussi, là, mais, tu donnes l'exemple. C'est un exemple de l'extrême et que ça se fait. Parce que ça s'est fait. Ça a pris 40 ans, mais ça s'est fait. Mais là, si on revient au Canada, c'est beau. C'est beau à explorer. Mais disons qu'on revient au Canada, à Ottawa. Là, en maternelle, jardin, première, deuxième année, les enfants sont assez jeunes. Tout le monde s'aime, ça va bien. Là, mais là, en vieillissant, les comportements changent. La compréhension des différences change. À quel âge à peu près? Souvent, en général, là, on va vraiment généraliser parce que chaque enfant est différent. La première, deuxième année, un enfant qui a été étiqueté, disons, va réaliser qu'il est différent. Va réaliser qu'il ne réagit pas de la même façon. Et puis, les autres enfants vont commencer à voir qu'ils ont des comportements un peu différents des leurs. C'est la façon que les adultes vont gérer ça qui va avoir un impact. Parce que moi, j'ai vu des milieux scolaires où les enfants neurodivergents sont complètement intégrés. Et puis, les enfants de la classe vont les accompagner. C'est beau, ça. Au lieu de les identifier comme problématiques qui dérangent la classe. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour les intégrer? C'est vraiment, c'est pas tout simplement de mettre l'emphase sur l'enfant qui réagit pas de la même façon, de réagir comme les autres, mais de montrer aux autres enfants que c'est correct de réagir différemment, puis qu'on a toutes nos journées où on se sent moins bien, même comme adulte, des fois, on fait nos petites crises. Donc, c'est vraiment de changer cet aspect-là, moins de mettre l'emphase sur ce que l'enfant ne fait pas de bien, mais de ce qui fait de bien. Puis d'aller mettre l'emphase sur les choses qui sont pareilles. Ils aiment la même chose que toi parce que première, deuxième année, les amis se font par les intérêts en commun. Tu vois, cet enfant-là aime le hockey aussi, ou il aime les chevaux aussi. Il aime dessiner. Tu sais, donc, on donne l'intérêt. On va montrer un peu comme, oui, il y a des choses qui sont semblables à nous, qui n'est pas toujours différent. Ça l'aide l'enfant qui vit cette isolation-là aussi, de dire qui se sent moins jugé à tous les jours, parce que souvent, ils arrivent déjà anxieux parce qu'ils savent que leur père ou leurs enseignants vont les juger toute la journée. Déjà. Donc, c'est épuisant pour eux, puis c'est épuisant pour les parents aussi qui doivent gérer ça. Tu touches un point, les parents. C'est comment est-ce qu'on aide les parents? Qu'est-ce qui est possible? Il faut encore vraiment mettre l'emphase sur que la condition, je ne sais pas un mot que j'aime dire, là, mais c'est pas la faute de l'enfant, c'est pas la faute du parent. C'est tout simplement, ça fait partie de la vie. C'est comme un enfant en fauteuil roulant, on ne leur dira pas, bien, il est paresseux, il ne veut pas marcher. Donc, si l'enfant a de la difficulté à apprendre ou à lire parce qu'il souffre il y a une dyslexie ou quoi que ce soit, c'est pas la faute de l'enfant. L'enfant n'est pas paresseux. Il faut arrêter de dire, mais c'est à eux de s'organiser. Il faut vraiment aller aider. Donc, au lieu de juger le parent,
de ce qui ne fait pas de bien, selon notre perspective, ça serait de demander, est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? As-tu besoin de quelque chose? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a tellement de jugement? Ça vient d'où? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ça doit... Moi, je trouve que ça peut-être de nos générations, des générations avant, où il fallait être conforme. On était tous des petits soldats qui suivaient la même chose tout le temps. Donc, si tu étais différent, c'était pas bien vu. Tu sais, c'était, surtout si tu déranges. Les gens sont très, très, très inconfortables quand on dérange. Et bien, tu peux voir s'il y a un enfant qui fait une crise au parc ou au centre d'achat, tout le monde est comme... Tout le monde est super... ça, tu regardes le parent. C'est ça. C'est comme, il est où ton parent, là? Pourquoi tu fais ça? Mais ça, je me demande si dans une situation comme ça, si c'est vraiment une question de survie. Tu sais, ton fight or flight, là. Ouais. Tu vois, est-ce qu'il y a une... Tu sais, comme... Oui. Ça, un fait peu, que là. souvent, si le comportement de, disons, un enfant autistique qui fait une crise parce qu'il a été provoqué... Toujours? Il y a toujours? Souvent. Toujours? OK. Oui, souvent, Provoqué. ça peut être... C'est pas qu'on l'a agacé jusqu'au temps qu'il... Ça peut être tout simplement, il y a trop de lumière. Tu sais, c'est trop éclairé, il y a trop de bruit, ou il y a trop de monde qui tourne autour. La routine a changé, c'est pas la même personne qui a donné son verre de lait. Il y a bien des choses, là. Mais souvent, si ça nous dérange de voir le comportement de l'enfant, il faut aller à nous-mêmes pour dire pourquoi ça me dérange, qu'est-ce que moi j'ai à l'intérieur qui dérange. Parce que l'enfant... tout ce qu'il veut, c'est être aimé et accepté, même s'il ne peut pas le verbaliser, si c'est sa façon de le dire. Il ne faut pas oublier que le comportement, c'est un cri à l'aide. Donc, l'enfant nous demande de l'aide et puis s'il fait la crise, c'est parce qu'on n'a pas été capable de répondre à son besoin. Donc, il faut mettre l'emphase sur « OK, qu'est-ce que moi je dois faire? » Et c'est pour ça que pour les parents, dire « Écoute, je peux-tu t'aider? » Les parents là, sont épuisés, sont brûlés. Ils savent qu'ils sont jugés, ils savent que leur enfant est jugé. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant soit aimé. Les parents ont la chance de voir la beauté de leur enfant. Puis c'est juste ça qu'ils veulent montrer au monde, mais ils n'ont pas la chance de le faire parce qu'ils se font souvent juger. Et l'enfant va souvent avoir des crises beaucoup plus spectaculaires à la maison parce que là, l'enfant sait qu'il est en sécurité, là. Il peut faire sa crise sans se faire juger. Tous les enfants font des crises à la maison. C'est toujours pire à la maison. C'est toujours pire donc, à la maison. Si vous voyez un enfant qui est en plein meltdown, là, comme on parle, imaginez ce que le parent vit. J'ai vu des parents qui se sont enfermés dans la salle de bain, là, puis dire qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est difficile. Donc, il faut avoir beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'empathie envers l'enfant, envers les parents qui doivent gérer ça. Envers les enseignants aussi. Envers les enseignants. Parce qu'eux aussi, ils gèrent ça toute la journée. Il faut vraiment mettre ça comme une équipe. Puis qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants pour les éduquer à la maison, pour appuyer leurs collègues de classe? C'est important de voir la condition. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une... Il y en a beaucoup qui vont parler de maladie. C'est juste, l'enfant est comme ça. Puis, au bout de la ligne, l'enfant veut la même chose que nous. On veut s'amuser, on veut être aimé, on veut se sentir en sécurité. L'enfant qui vit des difficultés à l'école ne se sent pas en sécurité. Donc, déjà là, il arrive tout contracté. Puis il ne peut peut-être pas l'exprimer. Il ne peut pas l'exprimer parce qu'il n'a pas encore les mots ou il a peur de s'exprimer parce que là, on va encore le juger. Puis l'enseignant est tout crispé parce qu'il dit Est-ce que tes techniques d'hypnose peuvent aider un enfant qui a des crises sur le spectre? Oui. Oui, je travaille avec... puis oui, et puis même les phobies ou quoi que ce soit, là, mais oui, ça peut aider beaucoup parce qu'on calme le système nerveux. Alors, les enfants sont capables, puis surtout les enfants autistiques, parce que on peut leur donner des petits trucs, parce qu'ils ont en anglais, ils appellent ça des stims. Ils ont déjà des petites manies qui les aident à s'auto-régulariser. Donc, on peut se servir de ça pour qu'ils puissent se calmer eux-mêmes. Merci, Danielle. J'aurais pu parler toute la soirée. On peut en faire toute une session. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi et on peut appuyer nos enfants et les aider à comprendre les expériences des autres. Sur ça, un gros merci à Cassia Semeus, Danielle Baker, Ottawa, je t'aime. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!